Aujourd'hui avec Speaker, on a eu la chance d'aller visiter l'Assemblée nationale à Paris. Et bien sûr, on en a profité pour faire des podcasts évidemment. On a pu échanger avec plusieurs députés et on a parlé de leur parcours, de l'avenir de la France, des jeunes, bref, un moment enrichissant. Cette vidéo s'inscrit dans une série de 6 podcasts et pour ce 4e, nous nous retrouvons avec Céline Hervieux, députée de Paris. Et je vous laisse voir ça. Bonjour Madame la députée. Bonjour. Aujourd'hui, on va vous poser quelques questions. Quel est votre parcours scolaire et professionnel ? Alors, moi, j'ai fait mes études à Paris. Je suis née et j'ai grandi à Paris. Et donc, après mon bac, je me suis orientée vers des études de psychologie, donc en sciences humaines. Donc, j'ai eu un master 2 en tant que psychologue clinicienne, psychothérapeute. Et ensuite, donc j'ai travaillé un petit peu dans le domaine hospitalier en tant que psychologue clinicienne. Et ensuite, j'ai fait un master 2 de droit à la Sorbonne en droit social, donc en relation notamment droit du travail, relations sociales, droit du travail et développement des ressources humaines. Donc j'ai fait ça, et donc ce qui m'a amenée à travailler aussi dans le domaine des RH, dans un certain nombre d'entreprises, d'associations, voire de ministères aussi, ça m'est arrivé. Et là, je viens d'avoir un 3e Master 2, je pense que je vais m'arrêter là ensuite, en relations internationales et aide humanitaire à l'IRIS. D'accord, merci beaucoup. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il y a forcément besoin de faire des grandes études pour entrer en politique ? Alors non, pas du tout. Moi, je le dis tout le temps parce que justement, j'ai pas forcément le cursus très classique, Sciences Po, grandes écoles. Moi, je viens de la faculté d'une certaine manière. Et donc, non, moi, je pense que pour faire de la politique, il faut déjà en avoir envie de défendre des causes, des valeurs, des convictions. Et quand on a la force des convictions et que voilà, on se sent d'avoir le courage de se lancer, devenir militant. Et c'est ça, en fait, qui donne la légitimité ensuite pour pouvoir peut-être se présenter à des élections, ce qui n'est pas une obligation. On peut aussi rester militant. On peut choisir de s'investir aussi dans l'associatif. Il y a plein de façons différentes de s'engager, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense qu'on a besoin de plus de diversité dans les profils des personnes qui entrent en politique, justement. Et avec des parcours différents. Je pense que c'est ça qui fait la richesse aussi d'un collectif militant et politique, c'est justement d'avoir des regards différents. Et c'est vrai que quand on a fait les grandes écoles, on avait une intervention à Sciences Po il n'y a pas très longtemps, et je le disais aussi un peu en les provoquant, en disant est-ce que ça vous a pas un peu formaté finalement dans votre façon de penser le monde, la société, le fait d'être issu de ces grandes écoles? Il faut dire aussi qu'il y a une réalité statistique, c'est qu'ils sont surreprésentés dans les administrations, y compris d'ailleurs parmi les élus. Mais je pense que ça change petit à petit avec la nouvelle génération, et c'est tant mieux parce que ça peut pas être un frein. On sait que ces grandes écoles, c'est très bien, hein, c'est très respectable, mais c'est pas ça qui fait la valeur et la qualité, je pense, d'un responsable politique aujourd'hui, heureusement. Ensuite, comment aider les jeunes à sortir de la précarité, notamment les étudiants ? Alors, nous, le Parti socialiste, c'est vrai qu'on est très engagé sur la défense des étudiants, notamment de leurs conditions de vie, de leur pouvoir de vivre, de leur accès au logement. On sait que c'est le parcours du combattant. À Paris, on a la chance d'avoir une ville qui est très étudiante. On a beaucoup de gens qui viennent de partout en France pour venir étudier à Paris. Étudier à Paris, c'est une chance et il faut que ça le reste. Et il faut qu'on soit capable de créer les conditions pour un accueil et une vie digne pour tous ces étudiants. Donc, il y a d'abord la question des bourses. Ça, c'est très important. On s'est vraiment battu pour revaloriser les bourses pour que tous les étudiants, quel que soit votre background, quel que soit le niveau socio-économique de vos parents, vous puissiez vous aussi avoir accès, parce qu'on sait que la vie est très chère, particulièrement dans les villes étudiantes comme Paris, a fortiori. Donc, on a besoin de revaloriser ces bourses. Donc ça, on se bat beaucoup de ce côté-là. On se bat aussi pour l'accès au logement, parce que ça, c'est un enjeu qui est majeur pour les jeunes et pour les étudiants. Donc nous, on propose au Parti socialiste en fait de réquisitionner des logements vacants pour les mettre à disposition des étudiants à travers des organisations, des organismes spécifiques évidemment, mais c'est très important. L'habitat partagé, intergénérationnel, il y a plein de choses qu'on peut inventer, mais qu'il faut qu'on avance vraiment sur cette question parce que le logement est vraiment devenu très compliqué pour les jeunes, et quand vous vivez dans un tout petit appartement au 6e étage sans ascenseur, enfin c'est pas des conditions qui sont faciles à vivre évidemment, et donc ça a un impact de fait sur votre parcours scolaire et d'étudiant.
Donc, c'est très important qu'on puisse avoir des aides, aussi les APL, justement, ce qui vous permet de bénéficier de réductions sur votre loyer. Ça aussi, il faut les augmenter à destination des étudiants. C'est très important. Donc, réquisition de logement, augmentation des bourses, augmentation des APL. Et après, on s'est battu aussi sur la question du prix des repas, parce que l'alimentation, c'est aussi un vrai sujet. On a des milliers d'étudiants qui disent qu'ils loupent des repas par faute de moyens. Et par conséquent, ce qu'on a porté avec Fatia Keloachi, notamment, qui est députée socialiste aussi, c'était justement le repas à 1 euro pour tous les étudiants, boursiers comme non boursiers d'ailleurs, dans les CROUS, les restaurants universitaires, pour permettre en fait que les jeunes ne sautent plus ces repas, qu'il y ait au moins un repas garanti, entre guillemets, équilibré, pour tous les étudiants et au même prix pour tout le monde. Donc ça, et on a réussi à le faire voter à l'Assemblée nationale pendant la niche. Donc maintenant, ça va aller au Sénat. Enfin, c'est au Sénat. On fait le support à fond pour que ça puisse passer aussi au Sénat. Et voilà, on s'engage sur toutes ces causes et c'est vraiment très important pour nous de soutenir les jeunes et les étudiants en France et particulièrement à Paris. Et donc, pour vous, quelle est la place des jeunes dans notre société ? Les jeunes, ce que je dis souvent, c'est que en fait, ceux qui en parlent le plus sont ceux peut-être qui les connaissent les moins. C'est pour ça que c'est important aussi d'avoir des jeunes générations qui sont engagées en politique parce que ça permet de sortir un peu des préjugés et des fantasmes qu'on peut avoir sur les jeunes qui ne veulent plus travailler, qui veulent à tout prix travailler le moins possible, ne pensent qu'à voyager, etc. Ce qui est totalement faux. La réalité, c'est que les étudiants sont en lutte pour beaucoup d'entre eux au quotidien pour maintenir un niveau de vie digne quand ils n'ont pas les parents derrière. Et surtout que notre jeunesse en France, elle est engagée, elle est belle. Elle est très belle de ses engagements et que ce soit par des pétitions, que ce soit en ligne, sur les réseaux sociaux, à promouvoir des messages positifs, que ce soit à travers des manifestations. Et il y a beaucoup de causes, je pense, que défendent les jeunes qui se retrouvent dans le Parti socialiste aussi, mais je ne veux pas limiter non plus les secteurs d'engagement, mais sur la lutte féministe, sur la lutte antiraciste, sur l'écologie, qui sont quand même 3 grands piliers de nos valeurs au Parti socialiste, les jeunes sont très engagés. Et donc les jeunes n'ont encore pas suffisamment de place dans la construction des politiques publiques, qui devraient avoir encore plus de poids. Et c'est pour ça que moi, par exemple, je défends le droit de vote dès 16 ans pour les jeunes, notamment par exemple aux élections locales. Je pense que ça pourrait avoir du sens. C'est déjà une proposition qui a été sur la table par le passé. Pour l'instant, elle n'a pas pu être adoptée, mais c'est un combat qu'on continue de porter. Les jeunes doivent pouvoir s'exprimer et participer réellement à la vie démocratique du pays, et ça peut être un moyen. Pour vous, quelle a été la loi la plus dure à voter ? Alors, depuis le début de la législature, je dois dire que je pense que la loi... Alors, on a commencé toute une partie par l'exercice budgétaire, donc ça, c'était un peu particulier. Mais là, on commence enfin, comme on en est sorti, à parler d'autres textes. Et je dois dire que, paradoxalement, celui qui a fait pas mal de débats dans le groupe, en tout cas, c'était la loi sur le consentement. Inscrire la notion de consentement dans la loi, dans le code pénal. En fait, ça a l'air très évident comme ça, mais ça posait beaucoup de questions juridiques. Il y avait pas mal d'associations féministes qui, en fait, étaient contre. Et donc, il y avait une vraie division au sein des féministes pour savoir s'il fallait ou pas inscrire cette notion de consentement. Et c'était un débat plus complexe qu'il n'en avait l'air de l'extérieur. Et moi, je me suis beaucoup posé des questions, justement, sur cette loi. Bon, j'ai fait des études de droit, mais je suis pas juriste. Je connais pas très bien le code pénal. Et j'ai pas beaucoup d'expérience, en fait, dans les procès des femmes qui témoignent sur les violences qu'elles ont pu subir. Et donc, j'étais un petit peu... j'ai changé d'avis plusieurs fois. J'hésitais, j'ai essayé d'écouter les associations. Mais elles-mêmes étaient divisées, donc c'était pas simple. Et finalement, on a voté l'inscription du consentement dans le code pénal. Et je pense qu'avec du recul, on a bien fait, ne serait-ce que parce que ça met cette question du consentement dans le débat public. Et c'est très important, en tant que féministe, qu'on puisse en tout cas en parler. Et après, il faut faire confiance aux juristes, aux avocats pour pouvoir s'en saisir le mieux possible et que ça débloque des situations. Donc, vous avez été élu député au mois de juillet dernier. Donc, qu'est-ce qu'une députée peut faire en 9 mois à l'Assemblée nationale ? Écoutez, il y a beaucoup à faire, même si le contexte politique est quand même très compliqué et inédit, puisqu'il n'y a pas vraiment de majorité très claire dans l'Assemblée, mais ça ne nous empêche pas d'avancer sur des textes. Moi, j'ai eu l'honneur et la chance de pouvoir
faire examiner un texte dans les 6 premiers mois, donc qui était ma première proposition de loi sur les crèches, sur la lutte contre la financiarisation dans le secteur des crèches, parce qu'il y a un sujet qui me tient beaucoup à cœur, l'accueil des jeunes enfants avant 3 ans. Et donc, j'ai eu la chance de voir ce texte inscrit dans la niche socialiste, qui est le jour un petit peu où on a la main sur l'ordre du jour de l'Assemblée. Et le texte a été adopté à l'unanimité dans l'hémicycle. Donc ça a été un très grand moment, une belle victoire seulement quelques mois après être arrivé. C'était vraiment super. Donc, on peut faire des choses même en 9 mois, mais c'est vrai qu'ici, on est quand même beaucoup sur du temps moyen ou du temps long. Et il faut l'accepter, ça peut être un peu frustrant parfois. Mais voilà, là, on a réussi à le faire, donc on était très contents sur les crèches au moins. Quel a été le moment le plus important de votre vie en politique ? Je pense que, mine de rien, c'est quand même les jours d'élection. Les jours les plus importants, le moment où ça bascule, c'est quand même les jours d'élection. Donc, c'est vrai que le 28 juin 2020, c'était ma première élection, ma première campagne que j'avais menée directement et où j'ai eu la chance d'être élue au Conseil de Paris, donc devenir élue locale. Donc ça, évidemment, ça reste gravé à titre individuel. Et évidemment, là, le 7 juillet 2024, qui est un basculement de plus pour moi, en tout cas, d'arriver à l'Assemblée nationale à 30 ans. Et après, à titre plus collectif, un moment politique très fort que j'ai vécu, moi, c'est aussi, vous allez dire que j'insiste un peu sur le féminisme, mais justement, c'est la constitutionnalisation de l'IVG qui a été un moment historiquement pour nous tous important parce que c'était un combat qu'on menait de longue date et je pense que voilà, ça a été un moment très fort aussi. Nous, c'était quelque chose qu'on portait depuis longtemps, donc c'est vrai que c'était un moment fort collectivement. Merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour répondre à nos questions. Et merci à vous, au contraire, merci. Bonne journée à tous. Bonne journée, au revoir.